Alors, restez, je vais demander aux 4 intervenants de venir peut-être répondre quand même à quelques questions et dialoguer. Donc, je n'ai pas voulu introduire de manière trop formelle cette matinée parce que je pensais dire 2 mots après les premières interventions et aussi joindre au fond ce commentaire à celui de la revue, puisque vous avez vu que la revue s'appelle Profil et que la séance est sur les coupes. Donc on est dans une thématique, et donc on y reviendra au moment de la présentation de la revue elle-même, mais d'une certaine manière, le choix de cette thématique est lié au fait qu'on se réunit entre historiens de l'architecture et que donc peut-être on peut pour une fois aller vers quelque chose qui n'est pas forcément évident pour le public en général, qui comprend plus facilement les façades, éventuellement les plans, et au fond, de manière un peu plus compliquée, les profils et les coupes, alors que dans le cas de ce qu'on a pu voir ce matin déjà, la coupe apparaît comme un document mère qui, d'une certaine manière, livre la vérité sur les objets dont on se préoccupe. Donc, je vais simplement, très rapidement, mais ça c'est mon tropisme de spécialiste de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, citer 4 maires de Quincy. À l'article Profil, il résulte de toutes ces considérations que l'art de profiler est en quelque sorte pour l'architecture ce qu'est l'art de moduler pour la musique, ce que sont les genres de style pour l'art d'écrire. C'est un moyen de rendre sensible le caractère plus ou moins grave, plus ou moins léger qui appartient à l'édifice. Et plus loin, tout ceci au reste a pour but de faire bien comprendre quelle est dans le langage de l'architecture la vertu des profils et l'importance de l'art de profiler. C'est à cela surtout que se reconnaît l'habileté de l'architecte. Cet art est en quelque sorte pour lui ce qu'est la diction pour l'écrivain, et il est rare que ce qui fait le mérite du style ne se retrouve pas chez les auteurs, que recommande aussi celui de l'invention et du génie. De même, on verra rarement les ouvrages d'architecture les plus célèbres ne pas briller également par l'art de profiler. Alors évidemment, le profil concerne un détail de la coupe. Vous l'avez compris, on n'est pas nécessairement à la même échelle, mais ce qu'il y a de commun, au fond, c'est cette idée de contrôler l'édifice par la section et de se projeter dans l'espace à partir de ce plan de coupe. Donc voilà, je vais pas m'étendre davantage. On a vu 4 présentations qui sont très différentes les unes des autres et qui néanmoins concernent toutes des objets, et ça pourrait être différent, je pense que ce sera différent dans la deuxième partie, toutes des objets qui certes peuvent se représenter en élévation et aussi en plan, mais qui n'ont pas à proprement parler des façades, au sens où on l'entend. Et donc une certaine cohérence entre des objets qu'on ne peut pas résumer à une élévation et dont la coupe rend compte. Alors peut-être qu'on va prendre tout de suite 1 ou 2 questions, à moins que les intervenants veuillent réagir dans un premier temps ou bien s'adresser des questions l'un à l'autre. Alors, s'il n'y a pas de questions dans la salle, moi je vais en poser une qui concerne tout simplement la question de la construction, puisque toutes ces interventions étaient des interventions qui n'étaient pas spécifiquement centrées sur la question constructive, mais la coupe comme document, comme angle d'attaque, a amené chacun des intervenants à évoquer la question de la construction. Bien sûr, on pense à l'intérêt apporté à la coupe, par exemple, par un Viollet-le-Duc, dans l'ensemble de sa théorie de la construction et donc de l'architecture. Et donc, peut-être renvoyer cette question aux intervenants plus précisément, et peut-être, je ne sais pas, commencer par Jean-Baptiste, qui l'a un peu évoqué. On a parlé
de construction moderne. Est-ce que dans la coupe de l'immeuble des Amiraux, on a quelque chose qui est de l'ordre de l'innovation technique, on a une réflexion spécifique sur la technique, ou c'est simplement l'adaptation de systèmes constructifs qui, par ailleurs, existent à une forme nouvelle? D'un point de vue constructif, la rue des Amiraux, il n'y a pas tout à fait de quoi s'en relever la nuit. C'est une structure poteau-poutre avec remplissage briques qui est assez classique. Au 26 rue Vavin, la structure en béton armé était intéressante. C'est une structure construite par l'entrepreneur Lecoeur avec des ferraillages qui étaient assez spécifiques. On pouvait avoir des poutres avec un seul fer à béton qui amenait souvent à avoir des parois semi-porteuses, des remplissages semi-porteurs. Rue des Amiraux, j'ai pas vu ça. La construction, Sauvage y était extrêmement attentif, mais toujours les bâtiments de Sauvage sont extrêmement bien construits, mais j'ai pas lu dans les archives que la structure en béton armé, que techniquement elle est supposée des tours de force techniques ou des innovations techniques très très spécifiques. Ça c'est une chose. En revanche, Sauvage était très attentif aux performances thermiques, donc, aussi bien 26 rue Vavin que rue des Amiraux, ou dans les immeubles art déco un peu luxueux qu'il a construits dans les années 20, on a des remplissages avec double paroi de briques et matelas d'air isolant. Donc la performance technique est traitée. Bon, les ponts thermiques le sont un tout petit peu moins. Ce qui est intéressant de voir rue des Amiraux, en revanche, c'est ce que j'ai un peu dit, évidemment très vite dans le cadre des 10 minutes imparties, c'est que ce sont deux bâtiments insérés l'un dans l'autre. Alors ça, c'est intéressant. On a des jonctions structurales entre les deux bâtiments, mais les deux bâtiments travaillent plutôt de manière indépendante. Voilà, de toute façon, ils ont été construits l'un après l'autre. L'immeuble d'habitation de logement d'abord, achevé en 25, mis en service, mis en location en 25, et la piscine qui est entamée en 27 et qui est achevée en 1930. Donc on a vraiment, et là c'est tout à fait intéressant de voir qu'un bâtiment est rentré dans l'autre. Voilà, ça c'est pour répondre à la question. Mais pour continuer, moi j'étais passionné par ce que disait Estelle à propos donc des travaux de Gottfried Zemper, et c'est les dernières questions. Qui connaissait Zemper en France au début du XXe siècle? Pas grand monde, à mon avis, pas Sauvage. Et par contre, il s'est, avec le système de construction en gradin, Sauvage a joué avec un certain nombre de mythes, comme évidemment les jardins suspendus de Babylone, dont le système de construction en gradin serait le dernier avatar. Et système de construction en gradin, il faut le voir comme une sorte de compression pyramidale de la cité-jardin. Et d'une certaine manière, on pourrait étirer la problématique jusqu'à dire que la piscine des Amiraux, c'est une réponse à Howard et à la Garden City, mais dans un profil pyramidal. On a l'équipement qui est enserré dans le logement. Oui, s'il s'agit de revenir sur cette question de la construction, dans la coupe que j'ai montrée, la question de la construction, elle est vraiment fondamentale, puisque c'est vraiment ça qu'il s'agit de mettre en exergue, quoi, de montrer véritablement, de tester le caractère constructible ou non de cette hypothèse de jardin suspendu, c'est-à-dire soulevé par rapport à des espaces qui sont creux. Donc, ce que je trouvais fascinant dans la coupe que j'ai montrée, c'est cette attention, et aussi dans la confrontation entre les hypothèses de Rondelet et celles de Semper, c'est bien le fait que la coupe permet de tester cette constructibilité ou non. Et puis il y a aussi cette idée de la restitution que vous avez évoquée aussi, c'est-à-dire en l'occurrence là, de partir d'un texte littéraire non illustré, qui est celui de Diodore du Sicile ou autre, pour essayer de réussir à dessiner non pas le plan, mais la coupe. Et ça, je trouve que c'est aussi assez intéressant. Toujours pas de questions dans la salle? Peut-être. Est-ce que je peux répondre à ça vite, mais je trouve ça aussi intéressant de contextualiser les techniques dessiner une coupe pour les bâtiments extra-européens, c'est pas évident. Et je veux dire de lire la pratique architecturale d'une translation, je veux dire, un bâtiment pas connu dans notre, je veux dire, langage d'une discipline de l'architecture, et comme ça de apprivoiser presque le bâtiment
pas connu. Dans un langage, alors on peut parler sur le bâtiment parce qu'on a les moyens de l'expliquer en graphique, alors sur plan. Alors ça, c'est aussi une construction, je veux dire plutôt métaphorique, la construction d'un savoir, je veux dire aussi. Alors c'est pas seulement une technique, mais aussi une construction de notre savoir sur le monde et les architectures au monde entier. Alors aussi lire le coupe avec les conventions qui sont inscrites dans le plan comme un paratexte. Alors l'échelle, les côtes, légende et tout ça, c'est pas évident. C'est une technique paratexte d'apprivoiser l'architecture pas connue dans notre compréhension de langage technique de notre discipline. Justement, la question que je m'apprêtais à poser concernait cet aspect des choses, et en particulier la question du poché, c'est-à-dire au fond de ce que l'on représente à l'intérieur des parties coupées. Parce que, à la différence du plan, par exemple, qui peut être représenté, certes, avec une indication différenciée des poteaux, du remplissage, etc., mais qu'on est plus souvent habitué à voir représenté comme un document qui nous renseigne uniquement sur la répartition des espaces. La coupe est toujours un document dans lequel on doit graduer le niveau d'information technique et le niveau d'information purement spatiale et volumétrique. Et on a vu cette chose de manière transversale dans vos présentations, et d'une manière qui serait très intéressante à développer. On n'a pas le temps de le faire ici, mais en tout cas, peut-être que vous pourriez revenir l'un ou l'autre sur cette dimension. Oui, par rapport à ce que vous dites sur la question de la manière dont une coupe parle, en fait, je pense qu'il y a une forme de gradation de l'information qui forcément n'est pas juste une question d'échelle, mais un moment réellement entre l'aspect à la fois technique de la question des épaisseurs et la question spatiale. Il y a toujours des choix qui sont faits. Moi, je pense que c'est toujours aussi à la fois un outil de réflexion très très fort, la coupe, un outil de conception. Je parle en tant que praticienne, et en même temps, bien sûr que c'est un outil de dialogue. En cela, je trouve que il n'y a que la coupe qui arrive à avoir la même force de réflexion que la maquette. Au fait, pour avoir pas mal travaillé dans des sites en pente, par exemple, la coupe est absolument essentielle pour comprendre réellement le rapport au sol et avec précision. Je pense que c'est le niveau de précision de la coupe qui la distingue, son rapport avec le sol qui distingue des autres outils de représentation aussi. Pour ce qui est du système de construction en gradin de Sauvage, la coupe est fondamentale dans la propagande que Sauvage organise autour de son invention. On ne comprend l'immeuble à gradin que par la coupe. Le volume central sur lequel j'ai accentué le propos aujourd'hui, mais il y a aussi la question de l'évasement des gradins qui permettent de montrer en quoi le cône d'air et de lumière déterminé par des immeubles à gradin de part et d'autre de la rue s'insère dans un discours hygiéniste d'amélioration de la ventilation et de l'ensoleillement des rues. Et pour continuer la première question que tu posais tout à l'heure, Jean-Philippe, le 13 rue des Amiraux, finalement, est techniquement peut-être moins novateur que le 26 rue Vavin, où il y a une grande poutre en béton armé et trésillonné qui est très démonstrative, à la fois dans les photos que Sauvage montre, mais aussi dans les coupes qu'il publie dans la presse grand public, puisque la coupe du 26 rue Vavin est publiée dans la revue L'Illustration en 1914. Et donc, on a une grande poutre et trésillonnée qui reprend les surplombs des étages supérieurs. Et c'est dans la coupe que Sauvage fait passer le caractère novateur dans une logique rationaliste. C'est par l'expression des reprises de charge que Sauvage montre aussi en quoi la réponse au problème d'hygiénisme est excellente d'un point de vue technique. Et donc il y a une totale cohérence entre le discours hygiéniste sur les gradins, l'évasement de la rue et l'excellence technique de la structure en béton armé obligatoire pour construire l'immeuble. Et ça se dit exclusivement par la coupe. Merci beaucoup. Donc on va peut-être interrompre cette discussion maintenant pour passer à l'étape suivante. Pour ma part, je vais essayer de convaincre mes collègues du bureau de l'association de
transformer cette séance sur les coupes en un numéro spécial de la revue, en un numéro de la revue sur les coupes, parce que je suis un peu frustré en ayant proposé ce thème de la coupe. Ensuite, on m'a dit tu vas présider la séance, donc ça m'a empêché de parler d'une coupe. Moi aussi, j'aurais bien aimé. Et donc, par conséquent, j'espère, et on va voir la suite de ces présentations, mais je crois que ça pourrait être bien d'avoir un numéro de profil sur la coupe. Maintenant, je vais appeler donc Éric Monin qui va nous dire 2 mots du premier numéro qui est paru.